Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'Actifs pour le futur, un magazine préparé avec les équipes d'Ecofi Investissement, finance sociale, solidaire, ISR, ESG. Si ces termes ne vous sont pas familiers, raison de plus pour rester avec nous. Vous allez apprendre plein de choses passionnantes dans les minutes qui viennent. Pour m'accompagner justement dans cette nouvelle émission d'Actifs pour le futur, Pierre Valentin, président du directoire d'Ecofi Investissement. Bonjour. Bonjour Vincent. Et Émeric Blon, gérant action chez Ecofi Investissement. Bonjour Émeric. Et nous serons tout à l'heure avec César Vitali, le responsable de l'ISR chez Ecofi. Au sommaire de cette émission, on va commencer par l'édito consacré à l'économie sociale et solidaire. Ensuite, le buzz du mois, consacré lui à la semaine de la finance solidaire. Ce sera ensuite le grand format où l'on parlera du vieillissement de la population et puis notre séquence vrai ou faux de l'ISR avec cette question: l'ISR permet-il de mieux appréhender les risques? Actifs pour le futur, c'est parti. L'ESS, dit comme ça ne vous dit peut-être rien, à juste titre, mais si je vous dis social, solidaire, là ça devient peut-être un petit peu plus clair, car derrière cette appellation d'économie sociale et solidaire se trouve tout un pan de l'activité de notre pays qui concerne chacun d'entre nous de près ou de loin. L'économie sociale et solidaire, c'est un peu plus de 10% de notre richesse nationale et 14% de l'emploi du privé en France, soit près de 2,5 millions de salariés. Pour vous donner un ordre d'idée, le poids économique de l'ESS, c'est plus que celui d'un secteur comme celui de l'automobile. On parle à son sujet de tiers secteur à mi-chemin entre le privé et le public. Au total, l'économie sociale et solidaire compte quelques 220 000 établissements dans l'Hexagone, bien implantés dans les régions et régis par le principe de la gouvernance démocratique, à savoir une personne égale une voix. Ainsi, le social et le solidaire sont complémentaires et représentent une économie au service de l'homme et non du profit. Dans la catégorie sociale, on retrouve les associations, les mutuelles, les fondations ou encore les coopératives, avec des noms aussi connus que Yoplait, Banet ou Delpera. Elles défendent la priorité de l'homme sur le capital et impliquent une gestion collective. Le pendant solidaire, cette fois, de l'ESS est davantage tourné vers l'utilité sociale. Il peut s'agir de structures d'insertion par l'activité économique ou via l'entrepreneuriat social. L'objectif est de proposer aussi d'autres façons de produire, de consommer, d'échanger via par exemple le commerce équitable ou le maintien d'une agriculture à taille humaine et respectueuse de l'environnement. Mais si l'ESS repose surtout sur l'échange, l'égalité des chances ou encore le non lucratif, comment en faire un thème d'investissement? C'est ce que nous allons voir avec nos invités qui nous donneront leur conception de la finance utile, durable et engagée. Et pour ce buzz du mois, nous sommes donc avec Pierre Valentin. Pierre, ce buzz est consacré à l'ESS, après la semaine de la finance solidaire. Dans le cadre donc de ce mois de l'économie solidaire, sociale et solidaire, dites-nous tout d'abord quels étaient les enjeux de ce mois de l'ESS. Alors les enjeux pour nous financiers, c'était évidemment de faire en sorte que la finance accompagne mieux l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez dit, l'économie sociale et solidaire, c'est les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, et puis aussi des entreprises qui, sans avoir ce statut, ont une forte utilité sociale ou environnementale. C'est un secteur qui pendant longtemps était assez à l'écart de la finance. Mais les choses ont changé depuis, on peut dire, une vingtaine d'années. Et le vrai enjeu aujourd'hui, c'est d'amplifier encore, si c'est possible, le succès de la finance au service de l'économie sociale et solidaire. Alors dites-nous à présent quelles sont les spécificités de la finance solidaire. Vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors la finance solidaire, elle a inventé un type de fonds d'investissement très original, qu'on appelle les fonds 90-10, les fonds solidaires. Donc 90% sont investis, je dirais, classiquement, et puis les 10% qui restent sont investis dans des entreprises non cotées, qui sont justement des entreprises solidaires dites d'utilité sociale. Vous avez quelques exemples dans le domaine de l'entreprise Autrement,
main forte, voilà une entreprise d'insertion qui donc remet dans le chemin de l'emploi des personnes des chômeurs de longue durée en leur proposant ce qu'on appelle un parcours d'insertion pendant 1 ou 2 ans et qui ensuite leur permet d'être employés dans le circuit classique. Agir pour la solidarité, pour nous, c'est par exemple le commerce équitable. Donc une entreprise telle que Éthicable qui va fournir un revenu décent à des agriculteurs dans les pays du Sud et aider donc au développement économique et social de ces régions. On voit beaucoup ce logo dans les magasins bio, Équitable. Oui, absolument. Deux autres exemples à nous donner Agir pour une société plus juste, nous l'avons illustré par Solifap, donc une société fondée avec la Fondation Abbé Pierre et qui est spécialisée dans le logement très social, et puis une association bien connue, Léo Lagrange, qui œuvre dans le domaine de l'éducation et de la formation au sens large. Alors vous nous parlez d'une limite de 10% en termes d'investissement dans le domaine du solidaire. Pourquoi ? C'est une limite réglementaire, on ne peut pas aller plus loin et il s'agit d'assurer que les fonds soient liquides, c'est-à-dire que l'investisseur, qu'il soit d'ailleurs particulier ou professionnel, puisse entrer et sortir du fonds quand il le souhaite tous les jours. Et pour ça, évidemment, il faut limiter la part d'actifs non cotés. C'est la raison pour laquelle on est limité à 10% pour ce qui est des entreprises solidaires. Et donc le reste, 90%, l'essentiel 90%, c'est de l'ISR, on peut rappeler bien sûr, ce qu'il y a dans cette catégorie. Il y a une exigence de cohérence, ce n'est pas une obligation, mais chez nous, à Ecofi, nous souhaitons et nous pratiquons l'investissement socialement responsable pour la partie non solidaire de ces fonds. Donc c'est un investissement socialement responsable qui est avec un haut niveau d'engagement et d'exigence, puisque nous éliminons à peu près 50% de l'univers investissable et nous ne gardons que les 50% qui présentent les meilleures performances en matière environnementale, en matière de pratiques sociales et en matière de qualité de gouvernance. Dites-nous Pierre, maintenant comment se positionne Ecofi dans la finance solidaire ? Alors Ecofi, c'est d'abord un pionnier de la finance solidaire. Nous avons été en 1983 le premier créateur d'un fonds, on ne parlait pas de fonds solidaires à l'époque, mais d'un fonds de partage qui s'appelle Fin et Développement. Et depuis, nous n'avons cessé d'innover et d'être présents dans ce secteur. Nous en sommes un des leaders et nous nous caractérisons aussi par la très grande diversification d'entreprises solidaires dans nos fonds. Nous avons 74 entreprises solidaires dans nos fonds solidaires. C'est probablement l'un des plus grands nombres d'entreprises dans les sociétés de gestion qui sont dans le domaine de la finance solidaire. Merci Pierre. Vous restez avec nous pour le grand format, un grand format sur le thème du vieillissement de la population. Et dans ce grand format, on s'intéresse donc au vieillissement de la population, toujours avec vous Pierre Valentin et Aymeric Blon qui nous a rejoint, gérant action chez Ecofi Investissement. Alors on en parle de plus en plus, c'est une tendance de fond bien réelle qui s'accélère. Quelles en sont les conséquences de ce vieillissement de la population, Pierre ? Eh bien d'abord, c'est l'augmentation des dépenses de santé. Ces dépenses de santé, elles ne cessent de croître. Elles ont été multipliées par 3 depuis 1960. Elles sont évidemment liées au vieillissement puisqu'on réalise ces dépenses de santé, surtout à la fin de sa vie. À partir de 65 ans, on dépense à peu près 75% des dépenses de santé qu'on réalise sur l'ensemble de sa vie. Et puis la deuxième conséquence, c'est bien sûr l'augmentation de la dépendance. Il faut savoir qu'un quart des personnes de plus de 85 ans sont en situation de dépendance. Et par conséquent, c'est hélas un énorme marché qui augmente et une tendance très lourde, donc augmentation des dépenses de santé, augmentation de la dépendance, qui touche le monde industrialisé, mais aussi les pays émergents, de plus en plus, qui commencent à connaître une phase de vieillissement. On va voir avec vous maintenant, Aymeric, quels sont les secteurs en croissance dans ce registre ? Quelques idées ? Oui, bien sûr. On a identifié quelques thèmes, effectivement des thèmes porteurs dans la santé, dans le vieillissement de la population. Donc effectivement la dépendance, qui consiste à essayer de tenir l'individu éloigné de l'hôpital ou de la maison de retraite le plus longtemps possible, de manière à réduire les frais d'hospitalisation, ce genre de choses qui coûtent très cher pour les systèmes de santé. Le diagnostic, qui consiste à essayer de soigner plus vite,
mieux le patient. Et nous avons aussi les biotech, qui sont des petits laboratoires non matures qui ont à charge la R&D pour le compte des laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, nous avons les medtech, qui sont des entreprises qui vont produire et commercialiser du matériel médical pour des prothèses de hanches, de genoux, des implants auditifs éventuellement. Et nous avons les génériques. Donc ce sont les laboratoires qui fabriquent des génériques qui permettent de réduire de 60% le prix des médicaments après que les brevets soient tombés dans le domaine public, et de biosimilaires, donc effectivement là aussi qui permettent de réduire les coûts dans le système de soins. Voilà pour ce panorama des différents secteurs. Pierre, quelle est maintenant la taille du marché de la dépendance ? Alors c'est un marché qui croît à une vitesse incroyable. Il était en 2002 de l'ordre de 700 000 personnes en France. Il a plus que doublé, il aura plus que doublé en 2040 puisqu'on sera 1,6 million. Mais au-delà même de cette progression du nombre de personnes âgées dépendantes dans les pays riches comme la France, on observe des changements culturels très importants qui donnent encore plus de potentiel au marché de la dépendance, puisque dans un certain nombre de pays, traditionnellement, les personnes âgées restent dans les familles, et c'est en train de changer, l'individualisme gagne, et on a donc un potentiel énorme pour tout ce qui est maison de retraite ou d'une façon générale marché de la dépendance. Bien, on va voir maintenant quelques exemples de valeurs qui sont dans ce secteur. Vous allez nous en donner certaines, quelques-unes, Aymeric ? Oui, bien sûr. On évoquait tout à l'heure effectivement l'indépendance, donc on va essayer d'investir dans des sociétés qui vont pouvoir permettre aux particuliers, l'individu, de rester le plus loin possible, le plus longtemps possible des maisons de retraite et des hôpitaux. Donc on va investir dans des sociétés qui effectivement vendent des produits médicalisés, donc des lits médicalisés, des chaises roulantes, des sociétés qui vont apporter des éléments un peu plus techniques comme des bonbonnes de gaz, d'oxygène pour effectivement les patients qui auraient des problèmes respiratoires. Donc je pense notamment à Bastide donc pour le matériel médical et à Praxair pour ces bonbonnes. On a aussi des sociétés qui vont restaurer certaines fonctions qui sont perdues en vieillissant. Donc je pense notamment à Amplifon qui fournit des prothèses auditives, ou à Doro qui en fait fabrique des smartphones à destination des personnes âgées, donc qui verraient un peu moins bien, qui entendraient moins, qui seraient moins habiles de leurs mains et auraient moins la capacité d'aller sur l'écran, les applications, etc. Donc quelque chose qui leur permet d'avoir un smartphone et de rester en contact un petit peu avec la société. Et effectivement, quand la dépendance est un peu trop lourde, donc on a aussi les maisons de retraite malheureusement. Et donc je pense notamment à Orpea, qui est un leader sur le marché en France et en Europe. Merci pour tous ces exemples. Alors maintenant qu'on a parlé de la dépendance, l'autre grand sujet, c'est celui des dépenses de santé. Pierre, quel est l'impact du vieillissement de la population sur le plan budgétaire maintenant ? Évidemment, c'est un impact terrible puisque ça fait exploser les dépenses de santé, on le disait, mais il y a évidemment des moyens pour limiter la progression de ces dépenses de santé. Il faut tabler sur la productivité, sur l'efficacité, c'est ce que les États amènent à faire puisque ce sont eux, in fine, qui sont bien souvent les financeurs de la dépense de santé. Alors quelles sont les pistes ? Il y a des pistes sur les médicaments, le développement des génériques, ça c'est déjà un peu du passé, c'est déjà entamé, mais aussi le développement des médicaments biosimilaires, le recours à la digitalisation avec les dossiers médicaux digitalisés, et puis une amélioration de l'efficacité des traitements avec une médecine à la fois plus préventive et une médecine surtout plus personnalisée. Donc Pierre, vous venez d'évoquer certaines pistes. Aymeric, quelle est la piste la plus prometteuse, s'il fallait en retenir une ? On a identifié le diagnostic. Le diagnostic, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et avant, ce qu'on faisait pour traiter une pathologie, pour traiter un patient, on avait une loi un peu des grandes masses. On prenait un traitement et on essayait de traiter un maximum de patients avec. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert que la plupart du temps, dans 80% des cas, notamment dans le cancer, ces patients-là ne répondaient pas au traitement qui était non adapté. Donc on a développé des diagnostics, ce qu'on appelle des diagnostics compagnons, qui vont accompagner chaque traitement et permettre de cibler mieux le patient, la pathologie, savoir si effectivement on aura une plus grande chance de réponse. Donc, alors, on pourrait se demander, est-ce que ça aura un coût important pour les sécurités sociales des différents pays ? Non, c'est 2-3% des coûts totaux, mais ça oriente 70% des décisions thérapeutiques. Et quand on sait qu'effectivement 350 milliards de dollars par an de traitements sont donnés aux patients et ne fonctionnent pas, on voit qu'effectivement, il y a un intérêt vraiment important. Donc, grandes économies à la clé. Justement, quels sont les acteurs clés dans ce domaine du diagnostic ? On a Eurofins Scientifique, on a Biomérieux, on a Qiagen
Et puis on a aussi des concepteurs de machines pour ces diagnostics qui permettent l'interprétation des diagnostics, par exemple Stratec. Pierre, question toute simple, comment on fait pour investir quand on s'intéresse à ces thématiques? Alors chez Ecofi Investissement, cette thématique du vieillissement, nous l'abordons à travers 2 fonds. Ecofi Enjeux Futurs, qui est un fonds ISR d'action internationale, et puis un autre fonds, un fonds d'action santé qui s'appelle Performance Vitae, et qui lui est un fonds centré sur la zone euro et PEAble. Merci Pierre Valentin, merci. Et merci à vous Aymeric Blond. Tout de suite, la dernière rubrique de cette émission, le vrai faux de l'ISR. Dans le vrai faux de l'ISR, tous les mois, on déconstruit une idée reçue. Aujourd'hui, l'ISR permet de mieux appréhender les risques. On va voir si c'est le cas avec Césaré Vitali qui nous a rejoint. Bonjour Césaré. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Alors, quel est le débat sur cette question au juste? On peut dire que les débats sur l'attribution d'une meilleure maîtrise dans la gestion financière liée à l'application des critères extra-financiers restent ouverts. Ces dernières années, plusieurs études ont démontré cette corrélation basée sur les faits que l'analyse ISR permet d'identifier les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. ESG, hein, on va utiliser ce sigle dans cette séquence. Ouais. Bien sûr, dans ce type de risques auxquels les entreprises peuvent être confrontées. Le but donc de l'analyse ISR, c'est donc d'enrichir l'analyse des risques et donc de mieux les gérer, même si, comme dans l'analyse classique, tout ne peut être vu. La finance responsable, en fait, n'est pas une science exacte et c'est une discipline récente. Alors, quel risque la prise en compte des critères ESG permet-elle de considérer? On va commencer avec les risques de réglementation et de réputation. Bien sûr. En premier lieu, comme vous avez déjà dit, l'analyse ISR permet de réduire les risques de réglementation. Cela arrive toujours plus souvent que les sociétés doivent payer des amendes de millions d'euros pour remédier aux dommages environnementaux ou sociaux qu'ils ont causés. Ça arrive aussi que les sociétés doivent mettre en conformité leurs politiques et procédures internes, en conformité avec les nouvelles réglementations toujours plus strictes sur, par exemple, les émissions polluantes ou le respect du droit de l'homme. Un autre type de risque sur lequel je trouve important de parler, c'est l'impact entre l'analyse ISR et les risques de réputation. Plusieurs sociétés doivent faire face à des épisodes de désinvestissement des investisseurs ou de boycott des clients. Parce que ces sociétés ont été impliquées dans des scandales liés par exemple à des accusations de corruption ou d'évasion fiscale. Alors on poursuit toujours avec ces risques. Il y a aussi ceux liés à la mauvaise gestion des relations avec les parties prenantes. De quoi s'agit-il? Bien sûr. Il faudrait rappeler aussi la corrélation entre approche ISR et relation des parties prenantes. Comme par exemple les salariés, c'est indéniable le fait que les salariés qui se sont valorisés en termes de parité, de formation, de santé et sécurité peuvent créer plus de valeur pour la société en termes par exemple de productivité. Les sociétés responsables peuvent donc se construire un avantage concurrentiel plus solide et durable, surtout sur le long terme. On peut rappeler aussi l'impact de l'analyse ISR en termes de risque du marché. Les sociétés responsables peuvent anticiper les attentes de clients, toujours plus focalisés sur le développement de produits éco-conçus liés par exemple à la transition énergétique. On peut dire donc que l'approche ISR permet de capter ces nouveaux types d'opportunités présentes sur les marchés. Ces 4 risques dont j'ai parlé, donc risque de réglementation, réputation, relation avec les parties prenantes et risque du marché, peuvent comporter aussi des risques financiers. Nous avons étudié et analysé les dernières années plusieurs controverses qui ont eu un impact négatif aussi sur la performance en bourse de ces sociétés. Pour finir, Césaré, comment est-ce que Ecofi maîtrise les risques ESG? Ecofi Investissement essaye de mieux maîtriser les risques pour ses clients en appliquant une méthodologie basée sur l'exclusion des sociétés qui ont été impliquées dans des controverses ESG, environnementales, sociales et de gouvernance. On applique aussi une méthodologie basée sur les best-in-class avec les buts de sélectionner les sociétés qui ont développé les politiques de responsabilité sociale les plus innovantes. On a choisi cette méthodologie pour
identifier les risques plus importants en termes de matérialité dans chaque secteur. Ecofi Investissement est focalisé aussi sur les dialogues avec les sociétés, avec les buts de les aider à mieux gérer le risque. Merci beaucoup Césarée d'avoir été avec nous. Césarée Vitali, donc responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Actifs pour le futur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.